Je me définis en tant que femme féministe et noire, parce que c'est important. C'est ça le petit sourire. Ça c'est parfait pour l'intro. Je m'énervais un peu derrière mon écran d'ordinateur en me disant ouais c'est pas possible, enfin, on parle en mon nom en tant que musulmane. C'est envoyer un peu Atika Trabalski faire un débat en fait avec Manuel Valls. Et là je me suis dit putain mais c'est mon association. C'est vraiment mes valeurs, c'est une association féministe et antiraciste et qui veulent redonner en fait la parole aux femmes musulmanes. Et j'ai dit bah vas-y c'est le moment, faut que je me lance. De mon point de vue, moi à la base si j'ai rejoint l'association Lalab c'est parce que j'étais nouvellement reconvertie à l'islam. Du coup j'avais très peu de musulmanes dans mon entourage et c'était très important pour moi aussi de retrouver dans l'islam cette dimension féministe. C'est vraiment mon avis, je pense qu'en Europe, surtout en France, on a vraiment cette idée du féminisme en fait où voilà c'est un peu white, enfin tu peux pas être musulmane et féministe. Par exemple moi je porte un voile. Pour certaines féministes, c'est disant féministes, porter un voile en fait c'est un peu incompatible, c'est vraiment voilà c'est de régression de exactement la femme. Parce que tout le monde a la définition de tu portes un voile, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un derrière qui t'a forcé à porter ce voile. Donc pour eux c'est pas possible. De mon point de vue, il y a, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais féministes musulmans, pour moi, c'est des femmes qui sont musulmanes et qui se revendiquent comme féministes. Et après, il y a un mouvement féministe islamique où on va dire que depuis que l'islam est apparu, en fait, toutes les interprétations, les textes religieux, les lois religieuses qui ont été faites, elles ont été faites essentiellement par des hommes. Et du coup, il y a des femmes qui aujourd'hui essayent de se le réapproprier de leur point de vue, quoi. Sans les modifier. Avant de rejoindre la Lab, j'étais vraiment pas, comme j'ai dit, dans le féminisme. J'étais un peu rentrée dans les mœurs de le féminisme un peu white en fait. Voilà, oui, il faut qu'on ait plus de droits par rapport au salaire, etc. etc. Enfin, oui, il y a ça, il y a ce problème-là, mais moi, ma priorité en fait, là pour l'instant, il faut que je trouve un travail qui m'accepte tant que tel en fait, avec mon voile, avec mes valeurs. Ça déjà, c'est déjà important. Et j'ai une phrase que j'aime bien, je crois que c'est Anan Karimi qui a dit ça. Ne nous libérez pas, on s'en charge. Je trouvais qu'il y avait un manque de représentativité des femmes noires et c'est ce dont j'ai pu souffrir au sein de la communauté musulmane, même si on a dit tout à l'heure que la LAB n'était pas une association musulmane. Du coup, en fait, je suis allée... je me suis rendue en janvier dernier au Sénégal. C'était... Voilà, j'ai 28 ans, ça peut paraître un peu surprenant, mais c'était la première fois en fait, que je m'y rendais parce que pour diverses raisons, je n'étais pas attachée à ma culture, à mon pays d'origine. Et là, de par la Lab, de par des femmes inspirantes que j'ai pu rencontrer, un peu médiatisées comme Rokhaya Diallo ou autres, Amandine Gay aussi, Ndella Paye, du coup, j'ai ressenti le besoin de me réapproprier mon identité africaine. Depuis ce voyage, j'ai ce besoin de m'enrichir sur le plan culturel, spirituel, de connaître les figures emblématiques. Là, du coup, c'est comme ça que le côté panafricain, afrodescendant, je l'imbrique à ma vie de tous les jours et encore plus, comment dire, et de manière encore plus radicale, vu que je veux m'installer sur plusieurs mois au Sénégal l'année prochaine. En 2016, en janvier 2016, en fait, j'ai été, enfin, juste un peu avant, je me suis dit que je voulais vraiment connaître un peu mon côté afro-descendant, du coup. J'avais en fait un pied dans l'Afrique, mais sans connaître par exemple les féministes, les femmes inspirantes d'Afrique, ou les hommes, ou toutes les personnes qui ont fait tout ça. C'était pas approfondi. À l'école, en fait, j'ai jamais appris ça. J'ai jamais eu l'occasion de connaître des personnes qui m'ont parlé des féministes noires. Donc, et là, je suis à fond dedans. En fait, j'ai eu la chance, depuis que je suis petite avec mes parents, de beaucoup voyager. Et du coup, j'avais déjà été plusieurs fois en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a un voyage en fait, qui a été particulier pour moi, c'est que dans le cadre de mes études, j'ai été 6 mois au Sénégal.
où j'ai été en 2014, j'ai été hébergée dans une famille du coup. Et en fait, c'est suite à ce voyage-là et à la découverte de l'islam au Sénégal en fait que je me suis convertie. Du coup, j'ai un attachement fort à ce pays, vraiment particulier parce que, je sais pas, en fait si je me serais convertie à l'islam si j'avais pas fait ce voyage-là. J'étais déjà féministe, on va dire, même si je me définissais pas comme ça. Je me posais pas vraiment la question en fait, même des discriminations que pouvaient subir des femmes racisées, ou vu que ça me concernait pas, je m'y intéressais pas forcément. Et toute cette question militante et antiraciste, j'ai vraiment été sensibilisée à la lame hyper rapidement. Et tout le racisme ordinaire, en fait, je me suis aperçue qu'il était lié à l'histoire coloniale de la France. Et on retrouvait ça dans l'organisation du culte musulman en France, on retrouve ça dans les relations avec les gens, on retrouve ça dans les racismes quotidiens que peuvent subir certaines personnes. Tout est lié en fait. Et du coup, une fois que tu as mis le doigt là-dessus, tu peux plus passer à côté, en fait, tu le vois partout. Quand on parle de ce sujet-là, ce qui me vient à l'esprit, c'est plus le racisme dont sont victimes les personnes noires, africaines, qui ne sont pas reconnues, identifiées comme des musulmans. On légitime plutôt le discours de certains. La ville dont je suis originaire, quand on leur disait qu'on était musulmans, ils nous regardaient avec des grands yeux, on est noir, on ne peut pas être musulman. Après, c'est quelque chose qui est plus ancré dans les mœurs, dans les têtes à Paris, mais dans les villes un peu plus reculées, c'est quelque chose qui n'est pas encore intégré. Je pense qu'en France, et je pense qu'il y a dans d'autres pays encore dans le monde, c'est vraiment rentré dans les mœurs en fait, tout le monde pense que être musulman, c'est être arabe. Déjà, être arabe, souvent ça veut rien dire. Mais c'est vrai qu'il y a moins de visibilité en tant que pour les noirs musulmans. Et encore pire en tant que femme noire et musulmane. Vu que j'ai découvert l'islam au Sénégal, en fait, pour moi, on va dire que la première image que j'ai de l'islam, c'est l'islam qui est pratiqué au Sénégal. Et du coup, ça me viendrait même pas à l'idée de remettre en cause. Quand je vois des personnes noires qui sont musulmanes, ça me paraît logique parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Et du coup, peut-être la difficulté, c'est que cet islam-là, je la retrouve pas ici en France dans les instances religieuses, dans les cours aussi. De dire la réappropriation des savoirs pour les femmes, c'est vraiment l'essentiel quoi. À partir du moment où on se réapproprie le savoir, on peut pas remettre en cause notre parole quoi. Et du coup on est là et voilà, on impose ce qu'on dit quoi, et aussi par la valorisation des expériences personnelles de chacune. Et du coup voilà, montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir fait Bac plus 8 pour être reconnu, que rien que par notre expérience personnelle, on sait en savoir en soi quoi. En France, je suis une femme noire d'origine malienne, mauritanienne et musulmane, mais c'est compliqué en fait de regrouper tout ça. En fait, je vais pratiquer ma religion, peut-être, avant, plus maintenant, mais en mettant un peu de côté mes origines. Mais quand je suis partie au Mali et en Mauritanie, c'est pas ça en fait. Je trouve que la culture et la religion en fait, elles s'imbriquent bien. Tu peux pratiquer ta religion tranquillement et sereinement, sans être jugé. Des fois, il y a des gens qui vont te juger en disant mais un non-musulman ou non-musulmane, mais pourquoi tu te portes comme ça? Normalement, c'est pas comme ça qu'on te porte. Et les musulmans eux-mêmes aussi aiment se critiquer. C'est beaucoup de « Ah ben non, moi j'ai lu dans cette sourate que c'est comme ça » ou « J'ai lu dans ce verset » ou « La sunna a dit que c'est comme ça, c'est comme ça ». Or que quand j'étais en Afrique, c'est vrai, franchement, j'étais à l'aise. J'étais à l'aise avec ma culture, j'étais à l'aise avec ma religion. J'avais pas honte de me porter en jilbab, en fait c'est la burqa mais sans le foulard ici. Et au Mali, c'est ce que je disais aussi, il y a la religion musulmane, il y a la religion chrétienne, il y a la religion animiste aussi. Et je trouve qu'en fait que tout ça s'imbriquait. Et j'ai vu en fait une dame aller au marché et dire ouais salam alaikum et avec une croix. C'est beau en fait de voir ça, de se dire en fait tu peux pratiquer ta religion tranquillement et ta culture sans être jugé. Et après bon c'est vraiment mon point de vue, mais je trouve qu'en France il y a beaucoup de jugements, tout le monde juge tout le monde est savant, tout le monde connaît tout le monde. Donc du coup on va se renfermer, moi je me renferme
Enfin, c'était avant ça, c'est plus maintenant. Hein. Mais je me renfermais beaucoup dans, bon, bah, je vais faire les choses bien, au moins je vais pas être critiquée, je vais pas apprendre. On m'a dit que c'était comme ça, c'était comme ça. Et en fait, je prenais même plus la peine d'aller apprendre par moi-même. C'est vrai que par rapport à ça, les gens pensent souvent que quand on porte le voile, c'est parce que c'est un homme, soit ton frère, soit ton mari qui nous l'a demandé. Et c'est vrai que quand les gens ils voient que je porte un voile, ils me disent ah mais t'es mariée? Non. Non, déjà quand ils découvrent que je suis convertie, ils me demandent si c'est parce que je suis mariée. Et après quand je leur dis non, ils disent ah bon c'est bizarre. Et sinon moi je vois ça comme une expérience religieuse en fait, comme peut l'être la prière. C'est une manière de vivre ma foi. Je saurais même. J'accompagne des femmes majoritairement seules qui ont subi l'excision et du coup qui peuvent prétendre à une régularisation sur le territoire français par ce biais-là. Les femmes que j'ai pu rencontrer, le discours, enfin leur expérience de vie m'ont permis de savoir les combats que je pouvais mener, que j'ai mis en lien du coup avec mon engagement féministe. J'accorde beaucoup d'importance à l'excision, à l'égalité entre l'homme et la femme, à la polygamie parce qu'il y a des femmes qui sont confrontées à la polygamie mais qui le subissent, des femmes aussi qui subissent des violences, pas seulement physiques mais psychologiques, administratives, des hommes qui les empêchent d'être régularisés sur le territoire parce qu'ils savent que c'est un vecteur d'émancipation et émancipation dit autonomie financière et elles pourront du coup s'échapper de ces cercles familiales qui les oppriment. Moi, je parle un peu de mon expérience en tant qu'aide-soignante en fait, aux urgences. En fait, j'ai vu les pires choses que j'ai vues, c'était vraiment à l'hôpital. Des femmes qui sont victimes de violences, d'abus sexuels. Ma propre expérience en étant victime en fait, de violences, j'aime pas dire micro-violence, mais bon, c'est ça. En tant que femme noire, j'étais victime de violences. En tant que femme musulmane, j'étais victime de violences en tant que femme, tout simplement. Les gens, en voyant que je porte un hijab, ils vont savoir en fait que je suis musulmane directement. Donc je subis des violences, peut-être que... Après, j'aime pas dire, je vais pas dire en gros que toi tu vas pas subir les mêmes violences, parce que je pense qu'en disant en gros que tu es musulmane, tu subis aussi des violences, mais ça va peut-être pas être la même chose. Il y a énormément de personnes qui le disent, que oui, en étant musulmane, on subit des violences, on se fait cracher dessus. Il y a même une fille qui disait une fois que j'avais rencontré qu'elle a subi une violence et elle était avec son petit frère et sa petite sœur. Et c'est vrai, en fait, c'est un fait. On a envie d'éradiquer ça et de le montrer. Et en fait, il y en a marre en fait, qu'on parle toujours à notre place. Et aujourd'hui, en fait, il y en a vraiment marre. On a envie de reprendre la parole. Par le concerné. C'est ça le plus gros travail, ma soeur. C'est ça. Et je me suis rendu compte, heureusement, et ça fait vraiment du bien qu'il y a aussi des hommes féministes. Parce que c'est bien de toujours les insulter et tout, mais il y en a beaucoup quand même. Avant, c'est vrai que quand je regardais des vidéos que je lisais, ce que je recherchais, c'était un savoir religieux. Donc que ça soit un homme, ça ne me dérangeait pas. Mais du coup, de par la lab, je me suis rendu compte qu'il y avait une vision patriarcale qui orientait beaucoup la lecture des textes et du coup que certaines féministes islamiques cherchaient à s'en détacher et à se réapproprier les textes avec une vision féministe. Et du coup maintenant c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment plus vigilante. Moi, mon Pan-African Dream, ce serait de voir dans plusieurs pays d'Afrique des instituts religieux dirigés par des femmes, où du coup les hommes viendraient prendre des cours et que ce seraient des femmes qui mèneraient l'enseignement. Enfin voilà, qu'il y ait vraiment cette réappropriation du champ religieux par des femmes et notamment par des femmes noires aussi parce que je trouve que ça manque beaucoup. Voilà. Alors mon Pan-African Dream, ce serait de voir une femme présidente dans un pays musulman. Voilà. Or du coup, peut-être c'est lié à mes 3 identités de femmes noires, femme noire, musulmane et danseuse. Du coup, ça serait plus le fait de faire un pont entre la France et du coup le Sénégal et ouvrir une maison culturelle en fait où je pourrais
ouvrir une salle de danse, mener des cours de danse avec des petites filles, qu'il y ait une galerie, que des gens puissent, comme Josué, voilà, je ne sais pas si vous avez pu voir son expo, le noir comme couleur. Ouais, un tout petit truc. Sincèrement, hein, j'aimerais tellement avoir l'Afrique en mode Wakanda. Mais sincèrement, c'est bête, hein, mais c'est mon rêve, ce serait génial. Mais où tout le monde, enfin tous les Africains, j'aimerais tellement avoir un État d'Afrique unie. Ça, ce serait génial aussi. Ouais. Ah, c'est le mot de la fin, c'est parfait. Voilà, je valide. T'inquiète,